On va maintenant débuter la troisième table ronde qui est, elle, consacrée à la Chine. Faut-il avoir peur du ralentissement chinois? Pourquoi cette inquiétude, alors que pour la première fois dans l'histoire, la Chine a commencé l'année comme première puissance, en tout cas pour la première fois dans l'histoire moderne, première puissance économique mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Et c'est là tout le paradoxe. La Chine, elle vient en même temps, au même moment où elle accède au premier rang mondial, elle vient en même temps de voir sa croissance tomber au plus bas en 24 ans, 7,4% l'année dernière. Alors pour en parler, j'appelle à me rejoindre à présent sur scène Stéphanie BALME, chercheur et professeur au CERI et à la Paris School of International Affairs à Sciences Po Paris. Là, tout à fait. Graham Hutchins également, vous êtes directeur général d'Oxford Analytica, ici même. Rocky Tung, économiste chez Coface pour l'Asie-Pacifique, right here. Et Emmanuel Bonhomme, vice-président de la stratégie de l'activité ASP, Advanced Sterilization Products, chez Johnson & Johnson Medical, IMIA, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà. Avant de débuter cette table ronde, je vous propose, comme on l'avait fait pour l'Espagne, de voir un petit film sur les témoignages à la fois de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, mais également d'économistes chinois sur la question justement du ralentissement actuel. C'est tout de suite. China economy will enter into a new normal. The GDP growth will moderately slow down. But in the third quarter, we've seen a apparent slowdown of the Chinese economy with the third quarter GDP growing at only 7.3%. That leads to some worry about the hard landing scenario. I think maybe for next year, the growth rate might be something like 7 or slightly above 7%. I think the property market is a very good sign of the Chinese economy. Chinese economy was growing very rapidly for the past few decades, actually. And for property market, it also had a rapid growth rate at least for the past decade. But now the growth rate in property market will also slow down considerably. Risky sector, I think all materials and also all suppliers to China's property sector would be highly risky going forward. A couple of sectors have been slowing down for a rather extended period. For example, some of the manufacturing sector that are deemed to run into an overcapacity problem, such as heavy industry, metal processing, electrified aluminium, and steel mills. These are sectors that are highly affected by the overall government policy to strive for reform. In the first 3 quarters, the profit of the steel industry in China is quite poor, while some other industries may face a good opportunity for development, like the consumer industry, the retails, car sales, the industry, and the water treatment, those environment-friendly industry. So the phenomenon that we used to see in the advanced economy, like company default or bankruptcies, will happen in China. I believe this is a healthy development for China too, that we are not used to price the credit risk, but from now on, this will enter the equation, not only to bankers like ourselves, but also to other companies or the other industry. So long as you need to do business, you need to take into account the credit risk of your counterparties. Right, now that we've seen this short film, Rocky Tung, how severe is the current economic downturn in China? And do you think that it is really possible that we see in the next few years a recession and possibly a depression? When we take that question, I would like to break it down into 2 parts. First part is the slowdown in the Chinese economy. Apparently, there is a slowdown in the Chinese economy. Comparing to what we have seen in the last decade,
where growth actually was around 10.5, 10.6%, the slowdown is apparent. But is it a hard landing scenario? It's actually not. When we compare to the 10.5, 10.6%, now we are seeing around 7%. The slowdown is actually quite structural rather than cyclical, and it's a moderate process of slowdown, so it's not that worrying. Nevertheless, when we think about the Chinese economy in general, the scale of the Chinese economy is enormous. So with it to grow at around 7%, it is generating the economic size of Switzerland or Argentina in just 1 year. So it's not really that bad. But there are apparently several things that we have to worry about the Chinese economy. First of all, as Yip already said, we have put a negative watch on the Chinese economy. And as a credit insurer, we don't really just look at the macroeconomic issues. We put ourselves in a position to talk about microeconomic issues as well. So there are 3 things that are about the Chinese economy that we worry. First is the leverage level. The leverage in the Chinese economy is now around 210%. Actually, with the revision of the GDP figure, is now at around 208, 209%. So with that high level of that, we think that it is an issue at some point. So that is the first point. With relevance to the first point is the high cost of financing in the Chinese economy. So as a big firm, if you want to borrow money from the banking system in China, it is still at an affordable price. You can get it at around 6%, 7%, etc. But if you're a smaller firm, then luck is actually not on your side. You would have to go through the shadow banking system in order to get the fund, and the funding cost is much higher than that. So that is a key worry to that, because as debt is piling up, and the cost of funding is actually there, that would essentially erode all your profitability. If you are actually a manufacturing firm, you are earning something like 3 to 5% on average, and you are paying 20% for your financing costs. That's bad news. Adding to the list of 2 is the third factor that we worry, which is the overcapacity issues. Overcapacity issue in China is an issue. What we say as overcapacity issue is that if you see an industry that face utilization rate of lower than 80%, that would be considered as overcapacity. So in China, we like to use the industry of steel because it's really bad. How that overcapacity issue is hurting the general economy is that profitability would definitely be depressed. How bad is this? For China, for the steel industry, net profit margin is somewhere around 0.4, 0.7% as of late. So for a ton of steel that is worth around 200,000 RMB, it is making profit of around 14 RMB. So that is extremely bad in many sense, and that would essentially lead to some kind of players in the industry to be forced out of the business. And as a credit insurer, that would be phenomenally bad news. And of course, we have to raise it to you, the audience. Thank you. Let me now turn it over to you, Graham Hutchins. Are you also concerned by the risk of a hard landing, or whether you consider the current slowdown as a mere correction? And what can the Chinese government do to avoid a downturn? Well, to take the first part, this is clearly one of the biggest issues in the global political economy. The Chinese contribution to growth, the Chinese market, the Chinese geopolitical position is so immense that it bears the closest of scrutinies. We pay attention to the GDP figures from China in a way that those of us who are in the China watching business used to follow Politburo announcements. This really matters now. And we talk about a China slowdown of 7.3 or 0.1% less than the target. We're still talking about an $800 billion addition to the economy. So we do need to keep it in perspective. But it is not a cyclical issue. This is a structural issue. This is the China we're going to have to get used to. And it means that the easy days for China, which really began, surprisingly enough, with the disaster in Beijing in 1989 and followed through the era of what we might call
optimistic globalization. That period has come to an end. The Chinese model of growth has been tested nearly to a danger point, and they need now to find their way with a different model. The Chinese leadership are the they. They are aware of it. When an economy gets to a certain size, it has to grow more slowly, it has to grow in a more mature way, it has to grow in a less dangerous way. These things are clear, but how to get there? So, to answer your question, is there a danger of a hard landing? There is a danger of a hard landing, and we need to say what a hard landing is. This is one of the things at Oxford Analytica that we think about a lot, because we can talk about a slowdown, a gradual trajectory. That's one thing. A hard landing in our language constitutes a 3% decrease in global growth quarter on quarter without a correction. In other words, without a rescue policy working. Now, if that happens, and I say if, it not necessarily will, but if that happens, we are in a very dangerous situation from a number of perspectives that we can go into. So that is out there as a clear risk that the Chinese leadership will be most keen to avoid. Just one more question. By changing a model that has been tested, as you said, I understand that the Chinese government needs to orientate the economy more towards consumption, less towards investment and exports. What will be the most important decision, according to you, that will be made by the Chinese authorities in 2015? What do you expect? It's really the extent to which they can push through a whole range of structural reforms designed to create this new opportunity for growth led by consumption. And I expect in the time we have together, we can unpack some of those reforms, but it has, broadly speaking, to do with creating systems of wealth, of health, of welfare, of social provision, of urbanization, of a reconfiguration of some of the transport nodes and such like, so that it creates a platform for an alternative to the high-octane capital expenditure which has been driving the economy for the last 10, 15 years or more. Stéphanie BALME, comment est-ce que la réforme, pour qu'on comprenne entre effectivement la nécessité du contenu de cette réforme qui doit être faite et la manière dont elle peut être ou pas amenée, comment la réforme est-elle gérée en Chine, le processus en matière de décision? Est-ce qu'il est différent, par exemple, aujourd'hui, sous l'ère Xi Jinping, de ce qu'il était dans le passé? Oui, je crois que c'est très clair, on le constate tous. Le pouvoir du président Xi Jinping, qui a énormément de casquettes, qui est le chef de l'État, le chef du parti, le chef de l'armée, mais aussi le chef de l'économie, c'est ça qui est exceptionnellement différent par rapport au passé. C'est-à-dire que traditionnellement et constitutionnellement, c'est plutôt le Premier ministre qui s'occupe d'économie. Là, il semble que Xi Jinping, non seulement est à l'origine, si vous voulez, de l'agenda de ce qui va être les réformes de la Chine en matière économique, qui ont été annoncées lors du 3e plénum en octobre 2013, mais en plus, ça s'accompagne d'un nouveau mode de gouvernance qui a été clairement désigné par Xi Jinping autour de petits groupes, en anglais les small leading groups, notamment un small leading group sur l'économie, qu'il dirige et qui est aussi entouré de gens qui sont proches de Xi Jinping. Donc il y a un processus, si vous voulez, de décision par le haut, de recentralisation absolument de la décision politique à Pékin, mais aussi autour de sa personne sur le plan individuel, si vous voulez. Donc je pense que ce que nous disaient nos collègues juste auparavant, c'est ces questions économiques sont liées évidemment au système politique. Le durcissement politique que l'on constate ces 2 dernières années est une façon de mettre en œuvre un projet économique qui a été annoncé bien avant le congrès du parti en 2012. Les révisions, elles sont en cours. Quel est l'état de ces révisions en matière économique et politique, justement? Alors, si vous voulez, tout ce qui a été annoncé est très lisible et publié. Il y a même un processus de participation publique pour qu'on engage aussi les citoyens dans ce processus de décision, qui est aussi une façon pour Xi Jinping de contourner l'appareil de l'État, l'appareil du parti, pour dire, voyez-vous, je suis très populaire, il y a derrière moi toute une population qui souhaite aussi ces réformes-là. Les réformes sont lisibles,
transparentes, elles ont été annoncées, elles ne sont pas forcément cohérentes et surtout, elles constituent un catalogue de réformes qui est absolument infini, qui est extrêmement difficile à mettre en place parce qu'elles touchent des intérêts directs. En même temps, si par exemple on est à la veille d'une réunion extrêmement importante qui est la réunion annuelle qui a lieu chaque année au mois de mars, qui est la réunion de l'Assemblée nationale populaire, qui a annoncé certains plans très forts. Le premier, c'est les énièmes réformes des entreprises d'État, pour éventuellement permettre du capital privé dans les entreprises d'État. Un très grand programme sur l'économie verte et le sustainable development, le développement soutenable. Et ça, c'est crucial parce que la Chine fait face à ce qu'on sait très bien, une crise environnementale qui est absolument majeure et que tout est lié. Donc les lois de la protection de l'environnement vont être révisées au moment de l'Assemblée nationale. Le catalogue des investissements étrangers, qui doit intéresser beaucoup de gens ici aussi, fait preuve d'un processus de participation publique pour voir comment on peut le réformer. Et il y a à peu près 10 grands champs qui vont être mis en place au mois de mars. Emmanuel Bonhomme, vous, avant de vous occuper du secteur régional IMIA pour Johnson & Johnson, vous avez vécu pendant 22 ans en Chine. Vous êtes rentré tout récemment d'ailleurs. Vous avez donc, vous, une expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce que d'abord vous avez senti, vous, ce ralentissement sur place dans vos dernières années présentes et est-ce que vous ayez jusqu'à dire aujourd'hui que la Chine est devenue un marché risqué? Est-ce que, par exemple, les investisseurs étrangers ils ont beaucoup à perdre aujourd'hui en Chine? Bien évidemment, j'ai vu les changements. Quand on bâtit un pays il y a 22 ans où il y avait très peu d'infrastructures et que les infrastructures ont été construites de zéro, on a vu plus récemment les Jeux Olympiques à Pékin, la capacité de la Chine à construire des infrastructures et à les exporter aussi. Ça, c'est une nouvelle économie pour la Chine, c'est d'exporter les infrastructures, peut-être au Venezuela, un des intérêts aussi, ou en Afrique, on a vu ça. Donc bien évidemment, on passe de 15%, 20% de croissance par an à 7%, on ressent ça localement. Je dirais le problème pour moi, c'est de constater le problème de transférer l'économie vers une économie de consommation. Et la Chine n'a toujours pas réussi. Et je pense que Xi Jinping, pour moi, a beaucoup de chance de son côté, puisqu'il reprend le pouvoir, en fait, et il est très dur. On a vu Hu Jintao aussi commencer à durcir le ton. Mais une des raisons pour laquelle, et moi j'ai confiance en la Chine, c'est qu'il veut avoir du pouvoir pour pouvoir faire ces réformes-là. La problématique du changement politique est un autre problème de long terme et devra se poser dans 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, à court terme, j'ai confiance parce que ces réformes, beaucoup les ont tentées, n'ont pas réussi, notamment des réformes sur la santé, des réformes sur l'éducation, qui coûtent cher en Chine et donc qui n'est pas toujours adaptée non plus. Et puis des réformes aussi sur les retraites. Aujourd'hui, on voit les gens du secteur public avoir des retraites, certes modestes aujourd'hui. Donc tout ça va recontribuer sûrement à donner un peu confiance aux consommateurs. Mais ce sera de la consommation, je dirais, à l'européenne, sûrement pas à l'américaine, une très forte consommation. Ce ne sera pas au même niveau. Donc j'ai ressenti ce changement avant de partir et depuis des années, oui. Nourrir la demande interne, aujourd'hui, c'est l'objectif des autorités dans le domaine dans lequel vous travaillez, qui est le domaine médical. J'ai l'impression que j'ai un écho dans mon micro. C'est un secteur qui est extrêmement porteur aujourd'hui en Chine, pour lequel il y a énormément de potentiel. Oui. Moi, je ne suis pas un économiste, donc le hard landing ou soft landing, je fais plutôt confiance à ce que je vois localement. Je pense que j'ai confiance en un soft landing, mais je ne sais pas si les structures, je vois un peu les structures sont de plus en plus en place et les réformes sont là pour assurer un atterrissage en douceur. Maintenant, effectivement, je pense que le changement pour la consommation, il va arriver, mais il va arriver avec... ça va encore prendre du temps pour changer ces infrastructures, ces structures-là. Ça suppose la mise en place d'un filet social, parce qu'on le voit dans le cas effectivement du secteur médical, on imagine que pour que ce secteur puisse se développer, il y a aussi la nécessité d'un environnement favorable. Oui, et ils le mettent de plus en plus. Il y a 3 grandes réformes qui sont passées au cours des 5 dernières années sur la santé. Ces réformes-là, elles avancent, mais c'est un pays qui a beaucoup d'activités et beaucoup de gens. Et pour financer tout ça, c'est un vrai problème. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on continue à regarder la Chine, pour moi, c'est
pour beaucoup d'entreprises, même si aujourd'hui la profitabilité diminue, les investissements étrangers en Chine ont généré beaucoup de performances et continuent à générer beaucoup de performances. Donc, quand je discute avec les entrepreneurs et les investisseurs locaux, ça reste un pays un grand pays avec des grosses opportunités et très profitable encore, et pour encore quelques années pour moi. Et c'est pour ça que on le traite de façon long terme et on investit et on arrive à avoir un retour sur investissement assez important. Rockyton, when we look at the different sectors in the Chinese economy, what would you see today as the most promising but also the most worrying? And of course, we think about the property sector. Well, for the property sector in China, we can see that the business climate is actually not really that good. That comes from both a supply side and the demand side. On the supply side, we see overdevelopment issues, and if you may actually show the first slide that I have prepared for this discussion, you can see that the overdevelopment is definitely an issue in China. I went to China right after the APEC summit back in November. Remember back then we saw a lot of news about the APEC blue scenario. It was just 1 week after, and then I went to a place which is around 15 minutes outside of Beijing. It was just all murky, all yellowish, everything. It's a city called Wuqing. And then I was just stunned there because that was a city where just 15 minutes away from Beijing, but it's a ghost town. So the most worrying issue for the supply side is the overdevelopment in the property market. On the demand side, well, one of the key things that we can refer to is the appetite to buy into the property market. Or we can just look at the transaction volume in property market. It actually declined by around 15% just in 2014 alone. So all in all, I think it hasn't been a good year for the property market. And also the source of funding is something that we have to look at. Not a lot of people talk about the source of funding for the property developers, but back in 2013, around 44% actually comes from the shadow banking activities. So when the Chinese government is now thinking of a way to clamp down on these so-called shadow banking facilities, they are directly impacting the source of funding for these property developers. And if they don't have that, and then when the transaction volume is actually falling, then these two components combine for some lack of cash flow for these property developers, and that could be bad news again for the property developers. We believe that 2015 would be a year of stabilization for the property market, however. It won't be going too bad because it is an important sector for the Chinese economy in general, not only in economic contributions, but also to the banking sector. For the property market, it represents some 21% of the total loan portfolio of China. And as we know, the banking sector in China is like the facilitator of the real economy, and no one wants it to collapse. So the property sector will be helped by a lot of policies going forward. But there will be a diverging trend between first-tier cities and second-tier cities. In first-tier cities like Shanghai, Beijing, Guangzhou, or like say Shenzhen, they would be seeing more support. While the cities that I just mentioned, like Wuqing, well, they may be out of luck. Emmanuel. Moi, je pense que c'est un des problèmes principaux, c'est la bulle immobilière en Chine, pour moi, et le gouvernement est au clair avec ça et met en place les réformes qui sont nécessaires, la transparence sur le financement, le shadow financing. Mais je crois qu'il y a aussi un vrai problème que ça crée pour les communautés qui n'arrivent plus à cause de la spéculation. Et ce problème-là, les locaux n'arrivent plus à se loger à des prix abordables. Et il y a un véritable effort qui est fait de la part du gouvernement de financer. Il y a un véritable effort qui est fait avec des taxes qu'ils ont mises en œuvre. Il n'y avait aucune taxe il y a peut-être 15 ans en Chine quand on vantait de l'immobilier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est taxé à des taux assez importants. Et donc, tout ça sont des outils que le gouvernement met en place et qui peut mettre en place pour arrêter les spéculations. La question, c'est combien de temps ou à quelle vitesse on peut transiter l'économie sur une économie immobilière vers une économie de consommation. There was a question also on the question of shadow banking. How
what's wrong with this practice right now in China? How serious a threat is it? But also, don't you think that a crackdown, and I'm asking this question to both of you guys, don't you think a crackdown on shadow banking could make it harder for small businesses to raise finance at some point? For sure. That's definitely something that will be hurting the smaller businesses, including probably developers who may not necessarily be small. Having said that, the Chinese government leaders are actually aware of this issue, and they have done something which is non-traditional. I'm not talking about all the monetary policies and whatnot. I'm talking about they are now allowing the private banks, the setup of private banks. Just in 2014 alone, they have announced the approval of 5 privately owned banks, including WeBank, which is going to be based in Shenzhen. That is going to be one of the key issues being addressed. But however, we just have to be a little bit careful here. The government has done a lot of good things like that, but the execution of the policy would be another thing. So hopefully in 2015, we'll see the materialization and execution of these very positive policies, but we'll have to see before we can tell. The shadow banking risk is clearly there, but it's worth thinking just a moment about the conventional banking sector as well, because this isn't in a very happy place with non-performing loans, the inappropriate pricing of risk and the allocation of capital. The record is pretty poor. It's important again to get a sense of perspective. The banks are state-owned, or all those that matter are. There's $3 trillion plus, well plus, dollars of foreign exchange reserves. There's a current account surplus. So there's plenty of funds to rescue in distress. But that's very undesirable. And it is remarkable, and it is a risk that we haven't had, nor is there a mechanism for the orderly winding up of financial institutions in China. Now, if you have an economy growing at this pace, and an investment attraction of this magnitude, and yet there is no orderly wrapping up procedure for business and for the financial system in particular, that is problematic. This is one of the reform areas that Xi Jinping and Li Keqiang, the Prime Minister, is focusing on, where they're talking about a deposit insurance scheme to provide depositors with a sense of confidence and provide an exit resolution mechanism of a kind that injects a bit of health into the financial system. With some way to go before we're out of danger with that system, I feel. We have a question from someone here from the audience saying, can the financial statement from Chinese companies be trusted? Could it be an additional risk to see a credit crunch here? This is a great question. And it goes to something central about China. When we talk about China, too often, and if I may say so in the politest way, some of our economist brothers and sisters are most guilty of this particular sin. It is to talk about the economy existing, as it were, in space, unconnected to a political fabric. China is a wonderful example of the political economy. Talking about the Chinese economy without mentioning the Chinese Communist Party is like talking about the Arctic and not mentioning ice. The two things are very close together. So you ask yourself a question. When you see the statistics come out, as they did a week or 10 days ago about the Chinese economy, ask yourself this question: is there a Chinese statistician who dares give to the Chinese leadership some statistics that the leadership does not like? It's a good question. I don't know the answer because I'm not a Chinese leader yet, nor a Chinese statistician. But I think it's true that the statistician could give the leader figures, but he'd have to do so, or she would have to do so in private. This is a most sensitive matter. How can the statistics of the Chinese economy, given its size, be delivered 10 days after the completion of the year that it covers? And how is it that there are hardly any ever revisions of the figures that come out 10 days after the year in which it's just finished? So I raise this question rather unhelpfully, but not answer it, because I don't know.
There are other ways we can find out about the Chinese economy. You can measure electricity consumption, you can measure transport, there are various proxies. You can go and walk around and see it. And boy, even though it's not growing so quickly, it's still a spectacular sight. It's growing big time. But do the figures capture it? That is hard for us to say. So we are forced to rely, as we are with the corporate questions that the questioner raised, on looking at trends, looking at developments over time and seeing continuities and discontinuities. But it is important not to take the figures quite at face value. In the absence of much else, we have to rely on them to an extent, but let's be wary. Emmanuel, ce relatif manque de transparence ou cet environnement des affaires, disons, c'est un obstacle majeur d'après vous aujourd'hui? Oui, c'est clairement une difficulté. Moi, je pensais que c'était les Chinois qui avaient inventé les statistiques, parce que je suis d'accord avec vous. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et les Chinois sont assez efficaces à reporter l'information à Pékin. La Chine, c'est avant tout un pays où le business se fait en relation avec les gens. Donc c'est très difficile parce qu'il y a un manque de transparence important, et parce que la confiance se base sur les gens, sur la famille, sur les amis. Donc c'est tout ce qui fait la difficulté de gérer une activité en Chine. C'est aussi tout ce qui fait que quand on veut aller et développer une activité en Chine, on doit investir, on doit s'investir, on doit avoir des gens dans le marché et s'investir sur du long terme, parce que les relations se construisent un peu sur du long terme. Je trouve que moi qui reviens en France après 22 ans, c'est la même chose un peu en France. On a des cultures relativement identiques sur les relations humaines à ce niveau-là. Et donc, est-ce qu'on doit faire confiance à des bilans, à des comptes de résultats? Non, pas directement. Ça dépend qui vous les remet, en premier. Et puis deux, je pense qu'aujourd'hui, on a des modèles et des infrastructures qui permettent de faire les analyses nécessaires. Et il y a des gens compétents localement qui font des analyses, des enquêtes qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est. Et ça dépend aussi du privé et du public. Vous prenez une SOE, une State-Owned Enterprise, côté en bourse, souvent il y a beaucoup de connexions avec l'État, avec le gouvernement, et c'est un vrai problème. Donc sur le privé, on arrive à avoir un peu plus d'informations, je dirais, valables. Stéphanie BALME, sur cette question de la transparence. Ouais, la question de la transparence, moi je voudrais ajouter 2-3 idées. La première, c'est que je pense que dans l'ensemble, ça a été toujours le problème des pays communistes, le rapport aux statistiques, qui ont toujours produit des statistiques qui étaient fausses. En réalité, quand on regarde sur le long terme, les choses vont beaucoup mieux que par le passé. Parce qu'autrefois, le problème, c'était une question idéologique, c'est qu'on ne voulait pas dire ce qui se passait pour des problèmes d'idéologie. Cette idéologie-là, elle n'entre plus en compte. En revanche, ce qui rentre en compte, c'est les conflits d'intérêts. Donc le manque d'indépendance des statistiques, en fait, permet de couvrir des intérêts qui sont des intérêts propres. Il me semble que la lutte anticorruption que mène M. Xi Jinping est précisément une lutte contre des intérêts très spécifiques. Une autre difficulté particulière de l'époque Xi Jinping, c'est que ses prédécesseurs avaient pour excuse, en général, soit l'entrée de la Chine à l'OMC, et donc pouvaient utiliser l'argument que les réformes nécessaires pour la Chine n'étaient pas une réforme qui était voulue en interne, mais imposée par l'étranger. Cet argument est plus vrai. La Chine s'est transformée de 1986 à 2001. Vous l'avez dit, monsieur, c'est ce qui a permis aussi le développement économique de la Chine. Là, aujourd'hui, les réformes sont imposées nécessairement par le slowdown de l'économie chinoise, ce qui fait que ça doit être imposé en interne et non pas par une pression extérieure qui viendrait des pays étrangers. Ce qui change tout, parce que la question de la légitimité du parti, là, se pose. Et encore une fois, économie et politique sont complètement liées. Ça pose aussi la question, et vous venez de l'évoquer, de la lutte anticorruption. Cette lutte, est-ce qu'elle est sincère, et autrement dit, est-ce qu'elle sera durable, ou bien est-elle politiquement motivée et donc strictement ponctuelle et limitée à des cas de figure que le régime souhaiterait vouloir éliminer? On pense évidemment à Bo Xilai, mais on pense aussi à ce qui se passe actuellement avec Zhu Yongkang. Ce n'est pas ou A ou B, c'est C, c'est-à-dire c'est A et B. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté politique derrière de lutter contre des groupes d'intérêt à des fins de consolidation du pouvoir, ce qui va dire qu'elle est durable.
Alors, ce qui est très spécifique dans cette lutte contre la corruption, parce que c'est pas la première, les dirigeants chinois sont en place pour 10 ans, 2 congrès du parti, donc 2 fois 5 ans, et à chaque fois qu'il y a un changement de leadership, de la même façon qu'il y avait à chaque fois un nouvel empereur, il y avait ou de la lutte contre la corruption ou de la lutte contre les mandarins. Donc ça, c'est pas nouveau. En réalité, ce qui est vraiment spécifique là, c'est qu'il y a une volonté d'attaquer ce qu'on appelle les tigres et les mouches, c'est-à-dire les grands leaders du parti, de l'armée, de absolument tous les secteurs, et puis des cadres, des fonctionnaires lambda. Et donc la violence, la violence de cette lutte contre la corruption est assez sans précédent. Elle s'explique très vraisemblablement quand on fait de l'analyse quasiment de kremlinologue par une volonté de Xi Jinping de s'imposer au sein du parti, mais je crois plus largement par le constat qui est fait que la Chine finalement c'est aujourd'hui un très grand parti, le parti communiste, et un État très faible. Donc le risque de l'éclatement du parti devient le risque de l'éclatement de l'État. Donc l'idée étant aujourd'hui de vraiment consolider le pouvoir du parti pour constituer un État qui sera en mesure de faire face aux graves crises sociales, sociétales. Vous l'avez dit, le vieillissement de la population chinoise est un des grands problèmes de la Chine d'aujourd'hui, la question de l'environnement, etc. Donc c'est passer par le parti pour constituer un État, ce qui est loin d'être historiquement facile à faire. Graham, you wanted to react on this. I very much agree with Stephanie's point here. This battle against corruption is very significant. It affects businesses. It has a very big effect on the upper end, largely, of the economy. And the way in which Xi Jinping has done this is, by the standards of Chinese politics, very remarkable. I was not alone. I don't know what your position was, but I was very surprised, A, when Bo Xilai was taken down, and secondly, when the former security chief, Zhou Yongkang, was taken down. Yeah. But, and it's a very big but, it matters for business, this but, and it matters for us as observers of the Chinese scene. Fighting corruption is a standard part of the repertoire for communist leaders, particularly at the beginning, number one. Number two, let's not mistake fighting corruption for the rule of law, because they're quite separate. If you look what happens to Bo Xilai and Zhou Yongkang, they are removed from power or they're put under house arrest, they are interrogated, it may be stronger than that, no publicity, no legal jurisdiction, confessions come forward, admissions come forward, then they go to the court, then they are dealt with. Zhou Yongkang, when he gets to court, he may even be executed. This is not the rule of law, this is the rule of the party and Xi Jinping. Final point. Ordinary citizens, when they oppose corruption, via social media or other means, they draw attention to malfeasance, they are punished. Only the party can lead the anti-corruption campaign. Ordinary people of their own initiative will find themselves in trouble if they raise a controversy about people and the Chinese leadership doesn't like it. So this is from the top down, and it must be understood correctly and not confused for an improvement in the legal environment per se. First, Rocky. Yeah, I actually would like to add a little bit of points to what you said about how anti-corruption campaign is not may not have the normal people may not have the impact. They may not feel the impact. I actually disagree with that a little in terms of economic data. So when we first of all, the anti-corruption campaign started when Premier Li Keqiang and Xi Jinping actually came on board, and then in that year. I talk to, I go to China quite often, and then, I talk to taxi drivers all the time. And then they were extremely happy about the anti-corruption campaign because, they now can afford something that they usually did not get a chance to buy, like mooncake. Very simple for the Moon Festival.
So, I think that such anti-corruption campaign is actually, the impact of it is actually being felt by normal people. And then on the negative side of things, when we take a look at the luxurious consumption and a lot of using booze, Chinese alcohol as a reference to luxurious consumption, that is actually being felt as well. So when we look at the economic data coming from China, retail sales of this alcohol is actually has been declining since the very beginning of the regime. So on a year-on-year basis. So I think industry and normal people, like including myself, are feeling the impact of the anti-corruption campaign. Une réaction de Stéphanie BALME ensuite. Stéphanie, allez-y. Je suis en partie en désaccord avec vous sur le second point. Je pense qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre en réalité parce qu'il y a une volonté populiste aussi du régime chinois qui est donc d'appeler au sein de la population, de se baser sur la population pour éventuellement faire de la délation sur les cas de corruption. Donc c'est un petit peu plus complexe, je pense. En revanche, il y a un élément qui est vraiment central chez Xi Jinping et là aussi nouveau. Et il faut se référer toujours au texte, le 4e plénum. Donc c'est un plénum très très important. Le 4e, c'est toujours celui qui, dans la lecture, dans la logique des congrès du Parti communiste, indique quelles vont être les grandes réformes ou politiques ou idéologiques. Et le 4e plénum se basait sur l'état de droit. En fait, il a été mal traduit en anglais. C'est plutôt un gouvernement se basant sur la loi et sur le droit. Et la réforme essentielle, c'était la réforme de la justice. Et dans cette réforme de la justice, qui est absolument centrale, la Chine a le plus grand système judiciaire au monde. Il y a 220 000 juges, 200 000 avocats, etc. Donc c'est un État dans l'État, c'est absolument considérable, si vous voulez. Dans la réforme de la justice, l'essentiel, c'était la recentralisation de l'appareil judiciaire, parce que la Chine est un État centralisé, mais a une justice décentralisée, ce qui est très très important. C'est-à-dire que les juges sont nommés par les assemblées locales et les cours sont financés par les gouvernements locaux, ce qui pose un problème évident, y compris aux entrepreneurs qui sont là, de protectionnisme local, ce qu'on appelle le protectionnisme judiciaire local. C'est la grande difficulté à avoir un jugement qui soit indépendant, livré par une cour qui est dépendant du gouvernement local, qui finance son propre budget de fonctionnement, si vous voulez. Et Xi Jinping s'attaque là à un des lobbies fondamentaux qui est la question du financement des cours en voulant recentraliser le système judiciaire. Et ça pose toujours le même problème en Chine, c'est que toute réforme de modernisation passe par une recentralisation. Qui dit recentralisation dit l'inverse d'une réforme démocratique. Donc là, on est face à un dilemme qui est soit une gouvernance efficace, soit au contraire une gouvernance qui est moins efficace, qui fait plus de place aux gouvernements locaux, mais du coup qui est antidémocratique. Emmanuel. Le problème de la délation et de l'utilisation en fait de la population, c'est un vrai problème en Chine parce qu'en fait le seul contre-pouvoir qui existe aujourd'hui, je dirais, c'est Internet en Chine. Avec le nombre d'utilisateurs qui est tellement massif, bien sûr, le gouvernement en a peur, mais le gouvernement aussi utilise Internet, utilise les délations qui sont faites souvent, enfin, ils essaient de faire anonyme, mais en fait, ils relient ça avec des déclarations des gens, et donc il y a des vraies délations qui permettent d'avoir des pistes, et là, Xi Jinping, à nouveau, marque des points en agissant contre les gens corrompus et en faisant des procès. Le deuxième point, c'est sur la réforme de la justice. Une partie, le peuple contre une partie des élites. Oui, bien sûr. Et donc, et là, il n'y a pas obligatoirement de la part de l'État des conséquences pour les gens qui ont fait ça, parce que justement, Xi Jinping veut le soutien de la population. Mais c'est à double tranchant, effectivement, et puis il y a toujours, les gens ne sont pas complètement à l'aise dans ce genre de pratique. Sur la réforme de la justice, il y a un problème d'exécution, et Rocky en a parlé un petit peu aussi. Souvent, en Chine, la volonté peut-être y être, mais la mise en œuvre des choses localement, elle est très difficile. Et en justice, il y a beaucoup d'avocats et de juges, mais qui ont des problèmes aussi de niveau, qui n'ont pas été formés probablement comme il le fallait, et qui ont des difficultés. L'indépendance, c'est un problème, mais aussi la difficulté de mettre en œuvre les règles qui ont été émises. Graham. I'm not, as part of my argument, saying there's been no improvements in the legal and justice system. Of course, that would be foolish. There have been a number, but it is important to get it into perspective. If the Chinese Communist Party loses control over the judicial process on sensitive cases,
it is out of power. That's the first point. The second thing is, we know, and maybe, well, I say we, maybe you do, the wealth of Xi Jinping, the family wealth of Xi Jinping is not made public. One or two Chinese leaders a few years ago, and others said, maybe we should do this. It's never happened. An American news agency, I think it was, provided some information about the wealth of Xi Jinping. That news agency has big trouble in China for publishing this. So when we talk about this, we should acknowledge progress, but we should acknowledge big areas where there is darkness still and lack of transparency. Juste une question qui, parmi les très nombreuses questions, parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions là sur cette table ronde, quid des opposants et des impacts des actions à Hong Kong? Est-ce que ça aura une quelconque répercussion en mainland China? Emmanuel? Moi, je pense que Pékin a été très très attentif à ce qui s'est passé à Hong Kong et aux événements. La sortie enfin Rocky pourrait en parler aussi puisqu'il vit à Hong Kong, la sortie ou la solution qui a été trouvée à Hong Kong à court terme, elle est quand même relativement bonne et Xi Jinping a bien géré la situation. Bien évidemment que c'est aux portes de la Chine, en tout cas Hong Kong fait partie de la Chine, c'est ennuyeux, mais je pense aussi que le gouvernement observe en fait et écoute de plus en plus ce qui se passe à Hong Kong et dans des provinces. Et il y a un rapprochement avec Taïwan, il y a des discussions avec Taïwan qui sont de plus en plus proches. Vous dites effectivement, Graham, il y a des progrès qui sont faits et je pense qu'il y a une volonté d'ouverture d'esprit avec Xi Jinping, malgré sa main très dure. Je pense que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui font des efforts et étudier potentiellement une sorte d'ouverture en Chine. Vous partagez cet optimisme, Stéphanie? Il y a un téléphone allumé là où on a des réverbérations. C'est peut-être mon téléphone, excusez-moi. Ah, peut-être. Non, je ne pense pas que je parlerai d'optimisme. En revanche, la question hongkongaise est devenue très importante. Elle est devenue très difficile. Au départ, elle n'était pas compliquée. Précisément, la grande différence entre Hong Kong et Taïwan, c'est qu'à Taïwan, il y a un mouvement d'indépendance. Il n'y en avait pas à Hong Kong jusque-là. Il n'y en a pas encore jusque-là. Mais il y a vraiment, on l'a vu lors de la révolution des parapluies, une opposition qui se structure et surtout qui montre un gap générationnel absolument énorme. Les leaders étudiants avaient 17 ans. La rétrocession de Hong Kong à la Chine date exactement de leur année de naissance, si vous voulez. Donc c'est quand même très très spécifique. C'est-à-dire que plus il y a une intégration de la Chine à Hong Kong et plus il y a une espèce de rejet de la greffe. Le point qui est absolument... Enfin, moi je dirais qu'il y a deux points forts que je suis très particulièrement. Le premier, c'est qu'il me semble que le leadership chinois est très divisé sur la question hongkongaise. Et que de façon générale, on a tendance à parler du leadership chinois comme si c'était un espèce de grand ensemble unifié, etc., sans compter les 85 millions de membres du Parti communiste chinois dont on ne peut pas imaginer une seule seconde qui sont tous d'accord sur tout. Je veux dire, c'est absolument pas humain, dans quel endroit que ce soit, de penser que dans un parti politique, tout le monde pense la même chose, et certainement pas quand c'est la taille d'un pays qui est encore plus grand que la France, si vous voulez, donc ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, je pense qu'il y a vraiment eu enfin, si on regarde les choses de très près, dans la question hongkongaise, c'est le reflet aussi d'une division politique interne entre des pro-hongkongais, des anti-hongkongais et peut-être aussi des gens qui ont voulu embêter M. Xi Jinping. Et là, pour dire les choses de façon diplomatique. Et donc M. Xi Jinping a réagi aussi par le Wu-wei, le système chinois du Wu-wei, c'est-à-dire la non-action, c'est-à-dire regardons, attendons que les choses se passent et finalement la situation s'est pourrie tranquillement. Au cœur de cette situation, il y a un autre sujet, qui est le rôle de l'Assemblée nationale populaire. Pourquoi? Parce que tout est né d'une interprétation de la Constitution de Hong Kong, la loi fondamentale, qui est une interprétation extrêmement conservatrice par le comité permanent de l'ANP à Pékin, qui va avoir pour rôle après aussi d'interpréter la Constitution chinoise sur l'ensemble du territoire chinois. Donc la décision de passer à l'étape supérieure de la mise en place d'un constitutionnalisme ou d'une forme d'état de droit à Hong Kong aurait signifié domino sur ce qui allait se passer en Chine après. Et là, on a clairement le signe que ce sont des réformes sur la justice, des réformes économiques, des réformes sociétales, mais pas de réformes politiques au sens classique du terme. Alors on va revenir au sujet qui nous intéresse au début de cette table ronde, à savoir l'économie chinoise avec ce vote à nouveau. Nous vous encourageons donc à prendre vos tablettes pour répondre à cette question qui va vous être posée à présent. Il suffit donc de cliquer sur le bouton live voting pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Cette question, le ralentissement chinois a-t-il un impact sur votre activité? Oui, réponse A, non, réponse B. Vous avez 30 secondes pour voter, c'est à vous.
Et voici donc la réponse. La salle, pour le coup, est vraiment partagée. 49% oui, 51% non. Ça veut dire donc que la moitié d'entre vous voit donc un impact du ralentissement chinois. À ce propos, il y a deux questions qui nous viennent de la salle concernant des aspects liés à l'économie chinoise. Une première question en français, mais qu'on peut également poser en anglais. Quelle évolution au niveau des délais de paiement avez-vous constaté en Chine depuis 3 ans? Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre à cette question. Maybe Rocky, do you want to talk about payment delays? Yes, that's for sure. As a credit insurance company, we actually have the expertise, and we are on the ground. So we are thankful for this question. Honestly speaking, the payment experience in China is not really good. We do since 2003 we have been doing this China payment survey, and for this year we have some preliminary results from the survey. Around 56.4% of the respondents, and there are about 1,000 respondents, they actually tell us that they are seeing the overdue payment having increased in the last 12 months. So that is a deterioration comparing to the 45% that we have seen in 2013. So with that, I think it is clearly showing that the payment experience in China is deteriorating. Why is that the case? It's because of a lot of things. Because of the more challenging environment. It could be also because of the low profitability that we talked about earlier. And apparently it's the source of financing that is being tightened in the Chinese economy. Even though the Chinese central bank can be lowering interest rate, lowering our like everybody says that, even though they are doing it, liquidity may not reach the people who most need it. And they are essentially the SMEs. So the SME do not have the liquidity, they do not get the credit facilities from the banking system, and they would not be able to pay their dues. So that is essentially the reason why. Sur les paiements, on voit en Chine, en fait, traditionnellement, beaucoup de sociétés étrangères aiment bien travailler souvent avec des sociétés de distribution qui font écran un peu avec le marché et qui leur permettent de financer leurs activités parce que les activités sont longues. C'est difficile de savoir exactement le délai de paiement parfois parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Ceci dit, ce qu'on voit aujourd'hui en Chine dans le domaine médical et de la santé, c'est une consolidation des distributeurs, justement avec des volontés de l'État d'injecter du capital pour justement faciliter le financement. Donc on voit certains problèmes et la façon de le régler, c'est la consolidation de ce système d'intermédiaires et aussi pour diminuer les prix et essayer d'accéder au marché plus vite. Les hôpitaux, je n'ai pas vu une grosse dégradation de leur financement pour l'instant parce que c'est plus, je pense que Rocky fait plus référence aux exportateurs notamment quand les exportations diminuent et qu'on finance à des taux un peu usuriers sur du shadow banking, forcément c'est difficile de faire des paiements. Mais au niveau public, pour l'instant, on ne voit pas un gros écart, une grosse détérioration de la dette. Another question from the audience. What about the expected wave of Chinese outbound investment? Apart from some headline deals, there is not much yet. Will it come? It is a matter of the record that outbound investment from China last year was equal to or even slightly in excess of inward investment to China. This is one of those remarkable inflection points, rather like the relative size of the US economy and the Chinese economy, the share of global GDP coming from the emerging world versus the so-called developed world. So this is very significant, and it is capital like any other seeking a return, and Europe is being host to large quantities of it. I don't have the figures right at my fingertips, but if you look at the last 5 years or so, you would see 400% or 500% increase. And the distress that is being experienced by certain European companies provides many welcome opportunities for Chinese investment, and the plans of the European Union to create funds for infrastructure to help stave off the deflationary pressures that are at work in the continent is a very good opportunity for China to get involved in as well.
This will be welcomed by most people, but where it touches on some slightly more sensitive areas, perhaps having to do with energy security or telecoms, other areas, internet-related perhaps, then there will be some questions asked in governments in Europe, as there are in government in the USA, as elsewhere. Stéphanie BALME, quel peut être l'impact, d'après vous, d'un ralentissement économique chinois sur le reste du monde et sur sa région immédiate? C'est évidemment à ça qu'on pense. Va-t-elle chercher, par exemple, la Chine à aplanir dans ce contexte les différends qui ont pu surgir ces dernières années avec ses voisins? On a vu des réactions de rejet très fortes, par exemple, vis-à-vis de la présence chinoise dans des pays d'Asie du Sud-Est. C'est une grande et difficile question. Qui part de l'hypothèse que l'économie règle les problèmes politiques. Si c'était le cas, la question hongkongaise, taïwanaise, japonaise aurait été réglée depuis très longtemps. Et je pense que malheureusement, il faut aussi compter avec le nationalisme naissant, enfin nationalisme qui existe depuis qu'est née la République populaire de Chine et qui est aussi attisé par un vide idéologique qui remplace qui est substitué par un nationalisme. Dans les discours de Xi Jinping, l'un des plus importants concerne le rêve chinois, ce qu'il appelle le rêve chinois. Et il définit l'avenir du XXIe siècle en Chine et il le décline sous le signe du rêve chinois. Et dans le rêve chinois, il y a cette idée d'une renaissance culturelle de la Chine, d'une renaissance politique aussi, et de faire de la Chine la première grande puissance en Asie, sans volonté absolue d'être devenir la grande puissance du monde. Au contraire, ça vient avec beaucoup de responsabilités que les autorités chinoises n'ont pas tellement envie d'endosser. Mais en tout cas, être une grande puissance en Asie, ça c'est absolument essentiel. Il ne faut pas avoir peur forcément d'une puissance dominante, comme on peut l'entendre ici, d'une Chine expansionniste. Je pense que on se représente la Chine expansionniste parce qu'on a le cadre du monde occidental impérial et colonial, si vous voulez, en tête, pour caricaturer ce que pourrait devenir la Chine de demain. Pour l'instant, il n'y a aucune... la Chine n'est pas du tout doit gérer d'être dans ses frontières. Ses frontières sont immenses, elles sont pleines de turbulences sur le côté indien, Asie centrale, etc. Donc la première chose, c'est vraiment essayer de conserver le pays dans son intégralité tel qu'il existe. La volonté de réunification avec Taïwan est absolument cruciale. Le fait que la Chine, aux abords de la Chine, aux périphéries de l'Empire, il faut régler les problèmes, ça c'est absolument certain. Mais on ne voit pas non plus, si vous voulez, une volonté absolue, à part sans doute en mer de Chine vers les Philippines, de volonté de s'imposer. Donc, pour répondre à votre question très brièvement, je ne pense pas que l'économie règle les problèmes politiques. Au contraire, les problèmes politiques servent à régler les questions économiques en Chine en ce moment. Et est-ce que le ralentissement économique va avoir un impact dans la région? Absolument, de toute façon absolument certaine, surtout pour les provinces qui sont côtières, c'est-à-dire par exemple pour les régions Vietnam, etc., pour toutes les provinces qui sont côtières de la Chine. Je pense au Guangxi, je pense au Guangdong et à la province du Yunnan. Merci beaucoup, et c'est sur ce mot que s'achève cette table ronde. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Merci à vous. Je remercie donc les intervenants. Merci Stéphanie BALME. Merci Graham Hutchings. Merci également à Rocky Tung, et merci à Emmanuel Bonhomme. Voilà.